Moins de 3%, c'est le nombre d'athlètes qui ont été testés positifs au test antidopage, mais quand on fait des sondages anonymes, on obtient près de 44% quand on demande aux athlètes de haut niveau s'ils ont déjà eu recours à des substances interdites dans l'optique d'améliorer leur performance sportive. Et ça, tout sport confondu. Et en fait, c'est un problème qui est répandu dans la plupart des sports, si ce n'est tous, pour la simple et bonne raison qu'il y a des améliorations possibles à tous les niveaux. Force, récupération, endurance, cardio, concentration, résistance à la douleur, à la fatigue, etc. Enfin bref, tu l'as compris, la liste est longue comme le bras et je suis même pas sûr qu'il y ait un sport qui pourrait pas bénéficier de l'amélioration d'une de ces qualités, qu'on parle d'e-sport, de cyclisme, de basketball ou même du coup de powerlifting. D'ailleurs, c'est cette dernière catégorie qui va nous intéresser, ça c'est vraiment un hasard de dingue. Le powerlifting, c'est un sport qui est assez particulier parce qu'en fait, au même titre que l'athlétisme, c'est extrêmement facile de comparer ses performances avec un mec qui est à l'autre bout de la terre pour la simple et bonne raison que tout est normé. Donc clairement, il suffit juste de jeter un œil aux résultats, tu prends littéralement 5 secondes pour savoir si quelqu'un est plus fort que toi ou non. Alors qu'à l'inverse, tu vois, dans d'autres sports comme les sports collectifs ou les sports de combat, à l'inverse, ça va être beaucoup plus difficile de se rendre compte du niveau de quelqu'un sans l'avoir affronté directement. Bon là, tu vois, t'es sur ton tel, tu scrolles sur Insta comme ça, tu vois un mec qui fait des séries de bench avec ton max au deadlift tout en étant plus léger que toi, bon, tu comprends directement qu'il te met à l'amende. Et ça, c'est hyper important parce que le powerlifting, jusqu'ici, c'est en train de changer, c'était vraiment un sport de niche. Déjà, c'est un sport qui, dans sa version raw, est extrêmement jeune, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que les premières grosses compétitions, c'était à partir des années 2000, et en plus de ça, pratiqué exclusivement par des passionnés, donc forcément, le haut niveau était beaucoup plus facilement accessible. Forcément, s'il y a 15 places par catégorie au championnat de France, c'est beaucoup plus facile de se qualifier quand il y a une centaine de prétendants plutôt que plusieurs milliers. En plus de ça, les connaissances se transmettent, le sport prend en maturité, les méthodologies d'entraînement deviennent de plus en plus efficaces, à un point où on pourrait se demander qu'est-ce qui est atteignable naturellement pour un athlète de force athlétique? Et cette question, elle est cruciale pour beaucoup de personnes parce que forcément, si le jeu est truqué, on a beaucoup moins envie d'y participer. Le powerlifting, c'est un sport qui est un peu à part parce qu'il a la particularité d'avoir des fédérations distinctes avec des règles distinctes. Donc d'une part, on a les fédérations testées qui ont du coup chacun leur protocole pour s'assurer tant bien que mal que les athlètes sont naturels ou pas. Et du coup, on a aussi les fédérations non testées qui, du coup, comme leur nom l'indique, ne font pas ou peu de tests antidopage et du coup laissent un petit peu la liberté à leurs athlètes de faire un peu ce qu'ils veulent. Comme on pourrait s'en douter, les records dans ces fédérations sont généralement plus élevés, les limites ne sont pas les mêmes, donc ça paraît logique. Ce qui paraît un peu moins logique pour certains, c'est le fait que l'écart de niveau entre les meilleurs athlètes testés et les meilleurs athlètes non testés soit aussi faible. Bon, et du coup, je vais faire en sorte de te donner des exemples qui soient les plus parlants possibles, mais je vais devoir te donner des catégories proches parce que du coup, l'IPF, qui est la plus grosse fédération de powerlifting testée, utilise des catégories de poids qui sont légèrement différentes des autres fédérations. Du coup, forcément, il peut y avoir quelques écarts. Donc, par exemple, on a en moins de 74 kg Perkins qui a réalisé 843 kg, donc cette fois testé en IPF, et dans la caté la plus proche, donc moins de 75 kg, toujours Perkins qui a fait 851 kg en USAPL. Ici, c'est un cas qui est un petit peu particulier parce qu'à l'époque, l'USAPL était affilié à l'IPF, même si du coup les tests antidopage étaient légèrement différents. En se penchant sur les moins de 83 par exemple, on a un écart qui est un petit peu plus important, avec Joe Borenstein qui a réalisé un record à 900 kg total contre Joson Garrison à 915 kg et demi, mais lui cette fois en non testé. En moins de 93, on a Kaiko qui a réalisé un record à 919,5 contre 1022 kg et demi de John Hack qui lui a pas tiré en moins de 93 mais du coup en moins de 90, donc avec 3 kg de moins et du coup en non testé. De toute façon, je te laisse jeter ton petit coup d'œil, tu verras que ça dépend vraiment des catégories. Parfois l'écart est pas si important que ça, mais il a quand même tendance à se creuser sur du coup les plus grosses catégories de poids. Alors que dans d'autres disciplines dans lesquelles la masse musculaire est très importante aussi, comme le bodybuilding par exemple, l'écart qu'il y a entre les meilleurs athlètes naturels et les meilleurs athlètes sous-produits, il est littéralement abyssal. Du coup, j'en ai parlé avec Joe Rossi qui lui connaît beaucoup mieux le powerlifting non testé que moi pour lui demander son avis. Ça reste les meilleurs des meilleurs. Et qu'il y a très peu de différence entre ces deux-là, c'est ça qui est bizarre. La conclusion la plus logique, c'est de se dire que eux aussi sont dopés, sauf que ils sont pas dopés de la même manière parce qu'il faut pas qu'ils se fassent prendre. En revanche, je pense que sur les petites KT, c'est différent. Parce qu'à un moment, quand tu te dopes, tu prends de la masse musculaire et tu montes en poids. Donc évidemment, un mec qui fait 66 kilos, c'est sûr qu'il n'a pas s'il se dope, il n'a pas un dopage illimité, sinon il ferait pas ce poids de corps. Bon, du coup, si on part du principe que les records dans les fédérations testées sont bel et bien effectués par des athlètes qui sont naturels, pour moi, il y a quand même plusieurs raisons qui pourraient justifier cet écart. Déjà, il y a un truc à savoir, c'est que le pool d'athlètes dans les fédérations qui sont testées est généralement beaucoup plus important. Ouais, les compétiteurs, ils veulent concourir à armes égales avec leurs adversaires, dans l'idéal, dans des fédérations qui sont reconnues par l'État, et
accessoirement, il faut pas oublier que le dopage c'est illégal et dangereux. Tu peux littéralement en mourir, hein, tout ça pour une discipline dans laquelle les athlètes ne vivent pas à proprement parler de leur performance. Donc même si l'argument financier c'est pas le premier pour beaucoup d'athlètes, faut quand même reconnaître qu'enlever cette possibilité ça fait un tri. Bah oui, il y a un tas de sports dans lesquels les athlètes ne restent pas passionnés toute leur vie, mais qui continuent à s'investir au maximum tout simplement pour gagner leur pain ou alors pour essayer de coffrer le plus de cash possible tant qu'il est encore temps. T'as des pays où tu gagnes une compétition, on te file un appart. Hein. Donc plus d'athlètes, ça augmente nécessairement la compétition, et ça pourrait expliquer pourquoi les athlètes du haut du panier sont aussi performants. Forcément, hein, c'est une question de statistiques, plus t'as de participants, plus t'as de chances de tomber sur l'alien qui est l'anomalie génétique. Ensuite, il y a aussi l'impact des produits sur la manière de s'entraîner. Le mec nati, il va devoir mettre plus de fréquence, alors que le dopé, sa synthèse protéique, elle est de toute façon bénéfique. Et il est toujours en anabolisme grâce au dopage, et que du coup, même en entraînant un muscle une fois par semaine, il y a progression. Donc là, on en revient un petit peu au même principe, tu as moins besoin de répéter les mouvements, et c'est même contre-productif, parce que en fait, comme tu es en sur-régime grâce aux produits dopants, tu te retrouves que si tu répètes trop souvent, même avec peu d'intensité, tu vas péter, tu vas casser. Donc a priori, si l'entraînement ne peut pas être le même, il y a aussi pas mal d'autres choses qui peuvent être différentes. Donc si on se base par exemple sur les 3 qualités qu'un pratiquant de force va essayer de développer, donc à savoir sa masse musculaire, sa production de force et sa technique, on se rend compte que ça va pas du tout avoir le même impact sur les 3. Bon, évidemment, pour ce qui est de la masse musculaire, ça sera beaucoup plus facile de progresser. Ça sera peut-être même aussi la même chose sur la production de force, mais pas sûr que ça soit pareil pour la technique. C'est le facteur numéro 1 qui implique de faire beaucoup de répétitions pour un pratiquant de force athlétique, et ça, il semblerait que pour un pratiquant sous chimie, ça soit plus compliqué. On sait que les articulations et tissus conjonctifs notamment se renforcent beaucoup plus lentement que les fibres musculaires chez les utilisateurs de stéro, mais aussi que les mouvements sont beaucoup plus traumatisants. T'as le bench ultra optimisé, ultra efficace et ultra technique, et après t'as le bench avec la prise plus anatomique, de quelque chose de plus brutal. Donc le mec qui est optimisé et qui est ultra technique, évidemment, il pourra sortir presque les mêmes perfs que le mec qui est brutal. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le mec qui est brutal, sans le dopage, il peut pas faire ce bench-là. Donc on se retrouve fatalement avec un nombre de blessures qui explose, et en particulier les grosses déchirures musculaires. Je l'apprends à personne, hein, mais la blessure c'est un des obstacles, si ce n'est le plus gros obstacle à la progression pour un pratiquant de force, surtout sur des grosses blessures qui peuvent handicaper un athlète sur des mois, voire des années. Entre la potentielle immobilisation de la zone lésée, la période de réhabilitation, le fait de revenir au niveau pré-blessure, puis de chercher à le dépasser, ça peut prendre beaucoup de temps. Là où un pratiquant naturel sera certainement beaucoup moins exposé et du coup pourra mieux profiter de ces 10 années de progression. C'est aussi pour ça que les pratiquants de powerlifting naturels auront une pratique qui sera beaucoup plus orientée autour de l'optimisation technique, là où les pratiquants sous chimie auront tendance à jouer sur leurs forces respectives, à savoir l'utilisation de leur grosse quantité de masse musculaire. Et la force que tu peux générer dans un mouvement précis, c'est qu'une partie de ta performance. Et bien heureusement. Et des fois, tu le vois avec des mecs qui sont extrêmement forts, mais que sur un mouvement, ils sont nuls. Et c'est pas qu'ils n'ont pas de force dans le mouvement, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à la transférer à dans ce mouvement bien précis. Et tout ça, justement, ça m'amène au 3e point qui pourrait justifier cet écart aussi faible entre les powerlifters dopés et les powerlifters qui sont naturels. Et là, clairement, c'est beaucoup plus une théorie de ma part plutôt qu'un fait avéré, donc je serais vraiment curieux d'avoir ton avis en commentaire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pratiquants naturels qui, justement, passent du côté obscur, parce qu'ils ont l'impression que leur progression elle est trop lente. J'imagine qu'on choisit pas de se charger pour le plaisir de niquer sa santé, je pense plutôt que c'est quelque chose qu'on fait dans l'optique d'avoir une meilleure progression. Peut-être que l'athlète qui se pose la question, il a l'impression qu'il a fait tout ce qu'il pouvait en tant qu'athlète naturel, et que du coup, le dernier recours pour lui pour continuer à progresser, c'est justement de passer par la case dopage. Et pour moi, le problème il est là. On pourrait certainement jouer sur des paramètres de technique d'exécution et même surtout de programmation. D'ailleurs, je pense aussi que malheureusement, la capacité à faire une bonne programmation, donc qui répond correctement aux problématiques d'un athlète, disons que c'est un art qui se fait rare. Donc de son côté, l'athlète il a peut-être l'impression de tout faire correctement, peut-être même qu'il a un coach, alors qu'il est peut-être à 30% de son potentiel. Toujours évidemment selon une stat certifiée par l'INSEE. Donc à ce moment-là, si tu deviens chargé de communication et que tu recommences à progresser, tu vas pas chercher plus loin, tu vas juste te dire si je veux progresser plus, il faut que je me dope plus, tu vas pas chercher ailleurs. Et ça pour le coup, je pense que ça bride énormément le niveau des athlètes sous chimie, contrairement aux athlètes naturels qui, pour continuer à progresser correctement, sont vraiment obligés d'aligner tous les paramètres à la perfection. Donc en fait, c'est pas tellement une question de capacité physique, c'est plus une question de paradigme. Et si tu as pas en permanence un petit doute sur ce que tu fais et ce que tu pourrais améliorer, tu partiras juste du principe que de toute manière, tu peux pas faire mieux. Et c'est logique, tu vas pas te demander comment améliorer quelque chose si tu pars du principe que tu fais déjà tout parfaitement. Maintenant, évidemment, tout ça, ça soulève une autre question. Pour les athlètes de haut niveau qui font effectivement tout bien ou presque et qui malheureusement utilisent des substances interdites dans des fédérations qui sont
pourtant réservé aux athlètes naturels. Que oui, hein, malgré les contrôles inopinés, etc., il y en a toujours forcément qui arrivent à passer à travers les mailles du filet. Comment savoir ce qui est atteignable naturellement? Ou plutôt, comment savoir ce que toi, tu peux atteindre naturellement? Et en fait, cette question, même si elle part d'une intention tout à fait louable, elle sert à rien. Ou du moins, tu trouveras pas de réponse en te basant sur les résultats des autres. Pourquoi? Parce que ça sous-entendrait qu'on a tous les mêmes capacités et c'est loin d'être le cas. La génétique, c'est un mot un peu fourre-tout pour désigner l'ensemble des différences qu'il peut y avoir d'une personne à l'autre. On pense à la force de base, à la capacité de construire du muscle, mais c'est loin de s'arrêter là. Il y a aussi la qualité de ton sommeil, ta résistance au stress, ton mental, la solidité de ton corps, ta capacité d'hypertrophie, ta mobilité, la longueur de tes segments, ta capacité d'adaptation, ta capacité d'apprentissage, et c'est loin d'être une liste exhaustive. Il y a un tas de qualités que tu peux améliorer pour devenir super fort. Simplement, si tu pars de très bas sur tous ces aspects, ne te compare pas à quelqu'un qui est littéralement fait pour ce sport, qui s'entraîne comme un acharné et de la manière la plus optimale possible. Parce qu'en fait, c'est ça un champion. Taylor Atwood, par exemple, il a bench 180 kg à sa toute première compétition de powerlifting en moins de 74. Donc si t'as mis 3 ans full focus à bench 100 kg pour la première fois, tu pourras certainement devenir très fort, mais peut-être pas autant qu'un gars qui a la même base que lui et qui s'entraîne aussi bien, voire mieux que toi. Et la différence en termes de génétique, elle peut être absolument colossale, t'as même pas idée. Pour te donner une idée, il y a des mecs qui sont dopés, qui font absolument tout ce qu'il faut et qui atteindront jamais le niveau de certains naturels qui prennent un peu l'entraînement à la légère. Donc se fixer une limite de ce qui est atteignable pour toi ou non naturellement, ça n'a pas de sens. Te dire je peux atteindre le même niveau qu'un tel parce qu'il est naturel et moi aussi, c'est aussi faux que de te dire que tu peux pas être plus fort qu'un tel parce qu'il est dopé. C'est possible d'avoir des athlètes exceptionnels. La répétitivité, la fréquence, la qualité du mouvement fait qu'un mec naturel peut se retrouver avec des perfs exceptionnels, mais on en revient toujours aux mêmes choses quand on parle de l'élite mondiale, que ce soit chez les natis ou chez les dopés, ça reste les meilleurs des meilleurs. D'ailleurs, tu serais étonné de savoir qu'il y a des mecs qui ont des niveaux absolument stratosphériques et qui sont naturels, et à l'inverse, d'autres mecs dans ton Basic Fit qui ont un niveau absolument éclaté et qui pour autant s'envoient des cœurs plus costauds que Ronnie Coleman Prime. En fait, faut imaginer que c'est comme un RPG. Si tu commences avec une classe typée mage et que tu veux un personnage qui est plutôt typé guerrier, tu auras certainement plus de difficultés qu'un joueur qui commence avec une classe guerrier. Il commence avec des meilleures stats et il aura certainement un meilleur potentiel. Et je sais qu'en disant ça, je vais briser les rêves de certains, mais il y a un autre truc aussi dont je t'ai pas parlé et qui est tout aussi important. Un potentiel ne demande qu'à s'exprimer. Quelqu'un qui aura le talent mais pas le travail ira sûrement moins loin qu'un autre moins doué mais plus passionné et qui s'entraîne mieux. Et le champion, c'est celui qui combine ces deux qualités et toutes les autres. Et si tu veux mon avis honnête, je pense même que devenir un champion, ça devrait pas être un objectif, surtout en début de carrière. À mon sens, ça serait beaucoup plus raisonnable de chercher à atteindre le meilleur niveau possible, atteindre ton plein potentiel. Pas être plus fort qu'un random que tu connais ni d'Ève ni d'Adam juste parce que tu l'as scrollé dans ton feed Insta, mais à la place, devenir le plus fort que t'as jamais été. Se fixer l'objectif de passer X bar par exemple, plutôt que de chercher à être meilleur qu'un mec que tu connais pas et qui a certainement pas du tout le même potentiel ni le même cadre de vie que toi. Tu vois, par exemple, quand j'ai commencé la muscu, j'étais persuadé qu'il y a certaines barres qui étaient inatteignables pour un pratiquant naturel et encore moins pour moi, alors que pourtant aujourd'hui je m'échauffe littéralement avec. Tu sauras jamais ce que tu es capable d'atteindre tant que tu t'en seras pas donné les moyens. Donc si tu veux atteindre ton meilleur niveau, passe plus de temps à te demander comment tu peux t'améliorer et à faire ces actions plutôt qu'à faire la chasse aux fake natifs. D'ailleurs, si atteindre ton plein potentiel naturel ça te fait envie, sache que je propose des appels de diagnostic qui sont gratuits et des coachings, tout ça pour t'aider à ajouter 50, 100, 150 kilos sur ton total. C'est quelque chose que j'ai déjà fait avec plus de 150 athlètes, donc si ça t'intéresse, clique sur le premier lien en bio pour réserver ton appel. D'ailleurs, tu peux aussi suivre Joe Rossi sur Instagram, je mettrai son lien juste en dessous. Et pour les autres, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te laisse regarder cette vidéo là. Il y a de grandes chances pour que tu l'aies pas vue alors que je pense que c'est littéralement la plus intéressante de toute la chaîne.